Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette émission directe depuis ce superbe plateau de la Web TV Lorena qui nous accueille pour un programme utile, important et que nous allons pouvoir partager grâce à la complicité de nos prestigieux invités que je vais vous présenter dans quelques secondes. J'ai le plaisir à vous accueillir à l'invitation de l'AFPR, l'Association française de premiers répondants, qui vous propose une émission, une première, probablement d'autres suivront, une émission spéciale dont l'ambition et de vous offrir un temps de témoignage, de réflexion, d'analyse autour d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous encourager à nous adresser vos questions ou contributions via le chat qui est mis à votre disposition sur la plateforme que vous connaissez. Nous ne pourrons peut-être pas répondre évidemment à toutes les questions ce soir, mais les organisateurs répondront par la suite, bien sûr. Vous voyez qu'on n'a pas de masque, on a tous été testés, on est négatif. L'état d'esprit est positif, on est négatif, donc on peut parler sans masque et c'est bien plus agréable. On est ensemble ce soir pour découvrir, apprendre, échanger. Profitez bien de cette heure qui va suivre. Histoire de cœur, oui, nous allons raconter des histoires de cœur et surtout celles d'un cœur en particulier. Le cœur, cet organe de vie qui près de 60 000 fois par an en France devient en quelques secondes un sujet d'inquiétude, parfois de drame et de tristesse. Alors ces cas d'arrêt cardiaque que l'on peut qualifier de rattrapables peuvent survenir à chaque instant, en toutes circonstances. Le plus généralement, sans jamais prévenir, la mort possible qu'ils peuvent entraîner n'est pourtant aucunement une fatalité, dès lors que la chaîne de secours est parfaitement optimisée pour répondre à l'urgence et ainsi sauver des vies. Nous prenons le parti ce soir de vous raconter une belle histoire, celle de Laurent Paris et du cœur qui, plus que jamais, continue de battre dans sa poitrine avec vigueur grâce à la mobilisation de nombreuses personnes qui seront à l'honneur à ses côtés. Vous l'avez compris, le sujet est sérieux, profond, il est aussi réjouissant. Chacune et chacun de nous devons, certes librement, mais en responsabilité, prendre conscience du rôle que nous sommes en mesure de jouer dans cette chaîne de l'urgence. Nous sommes ensemble ce soir pour parler de tout cela avec beaucoup de pédagogie et on va le faire avec nos invités que je vous présente tout de suite. Frédéric Lebold, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Si on est réunis sur ce plateau, c'est un peu à cause ou grâce à vous. C'est à votre initiative. Vous êtes le président de l'AFPR, l'Association française de premiers répondants, fondée en 2016, basée en Moselle. On est d'accord? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette courte présentation? Avec une application qui est lancée le 1er octobre 2018 et donc qui permet d'intervenir donc sur les arrêts cardiaques avec actuellement près de 2500 premiers répondants qui sont inscrits sur notre application et près de 500 interventions. Donc, dans quelques instants. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir, Sergent-Chef Patrick Ludwisak. Ravi de vous compter parmi nous. J'espère que tout va bien. Parfaitement bien. Tenue, c'est ça. Agir. Parfaitement bien, je vous remercie. Alors, on l'a noté, vous êtes sapeur-pompier au SDIS de la Moselle, service départemental d'incendie et de secours. Vous êtes plus précisément chef opérateur au centre opérationnel. On complète cette courte présentation? Oui, donc je suis affecté au centre opérationnel des sapeurs-pompiers de Moselle. C'est le plateau de réception et de traitement des appels d'urgence du département. Et donc, dans un court et bref délai, nous devons détecter les appels d'urgence, si ça relève ou pas d'une intervention, déclencher les secours et gérer les interventions par la suite. Là aussi, on racontera plus en détail les choses. Pierre Carrère, bonsoir, cher monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez l'air, vous êtes officier de sapeur-pompier professionnel, métier que vous exercez depuis une trentaine d'années, quelle jeunesse, ici en Moselle. Mais ce soir, c'est avant tout en tant que premier répondant que l'on vous accueille autour de cette table. Vous représentez un maillon très important dans la chaîne de secours. On va évidemment en parler. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, jusque-là du moins. Tout à fait. Ça va? Merci. Docteur Mathieu Mattei, ravi de vous compter parmi nous ce soir, ça va? Très bien, merci. Oui, ça va très heureux bien. d'être avec ces personnalités. Tout à fait, très heureux. Alors, vous êtes, cher monsieur, médecin anesthésiste, réanimateur au CHRU de Nancy, plus précisément praticien au sein de l'unité d'anesthésie et de réanimation cardiaque, ainsi que dans le service de médecine intensive et réanimation et responsable médical du programme de transplantation cardiaque. C'est une très longue carte de visite que vous avez, mais je crois que tous les mots sont importants, je voulais les préciser. Tout à fait, oui. Je travaille dans plusieurs domaines, à la fois l'anesthésie, la réanimation, mais aussi le programme de transplantation cardiaque du CHU de Nancy. On va là aussi détailler les choses. Enfin, je vous présente Laurent Paris. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, heureux d'être ici. Eh ben, nous, on est heureux de vous avoir avec nous. Cher monsieur, on va beaucoup parler de vous, à travers vous, de toutes ces personnes, finalement, qui ont parfois un accident cardiaque et qui ont la chance
probablement certaines nous écoutent d'ailleurs et qui ont la chance d'en réchapper grâce à une formidable mobilisation. Vous étiez dans cette situation, évidemment, on va prendre le temps de raconter cette histoire avec vos mots. Okay. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis associé dans un cabinet de conseil. J'essaie d'aider au mieux les entreprises et les salariés. D'accord. Vous êtes donc dans l'aide, le soutien. C'est un beau message. Un très grand merci en tout cas à tous les 5 d'être avec nous, de nous consacrer de votre précieux temps. On va profiter au maximum de vos expertises, expériences respectives. Frédéric Lebold, c'est logique de vous interpeller en premier évidemment pour lancer cette conversation. C'est vous qui avez souhaité nous réunir ce soir, je l'ai dit. Quelle est finalement l'intention que vous avez dans votre esprit en nous réunissant? Alors l'objectif, c'était vraiment de pouvoir raconter à tout le monde en fait que n'importe qui peut sauver une vie. Donc là, par le biais de Pierre Quérer, de sauver une vie. Et des fois, on se rend pas compte. En fait, on voit à la télé, etc. Et l'histoire était très belle de A à Z avec Laurent qui est ici. En plus, Laurent qui maintenant va devenir, qui est dans notre association, qui nous donne un coup de main. Donc c'est vraiment une histoire magnifique. En fait, l'a sauvé il y a quelques mois, maintenant un peu plus d'1 an, et qui maintenant nous aide à sauver d'autres vies via l'association. Et ça permet en plus, l'histoire est d'autant plus intéressante aussi qu'il y a tout un parcours derrière, il y a le parcours de la transplantation cardiaque, etc. Et le don d'organes, c'est aussi un sujet qui me touche énormément, auquel j'ai envie d'encourager les personnes à pouvoir dire oui au don d'organes. Donc voilà, ça permettait aujourd'hui, grâce à tous les participants et que je remercie encore d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler de tous ces sujets pendant cette heure. On rappelle ce qu'est l'AFPR, cette association que vous avez pris l'initiative de créer, que vous présidez donc depuis 2016. C'est ça. Donc en fait, on a créé au départ une application pour localiser les secouristes de proximité lors d'arrêt cardiaque. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est une alerte qui est déclenchée au service de secours, qui arrive sur notre serveur, qui va localiser tous les secouristes à proximité. S'il y en a un qui il va être envoyé directement se faire du massage cardiaque. À partir du 2e et du 3e, on va leur proposer d'aller chercher un défibrillateur public de proximité. Et à partir du 4e, on leur dit merci, il y a assez de personnes. Donc c'est un réseau au départ. Ça a commencé par une idée lancée en 2016, avec une application qui est née en 2018. Et maintenant, donc on est, comme je disais, après un peu plus de 2500 premiers répondants, près de 500 interventions réalisées sur le territoire de la Moselle, des belles histoires comme celle de Laurent et d'autres. On se déploie maintenant dans la Marne avec de nouvelles belles histoires aussi qui apparaissent dans la Marne. Et c'est aussi une entreprise, parce que vous avez des salariés, une équipe? Alors c'est effectivement une association dans le but non lucratif, mais maintenant on arrive à se déployer avec un salarié et des alternants qui sont arrivés. Donc c'est aussi une belle histoire de se rendre compte d'une idée qui est partie sur une feuille de papier où on se retrouve à avoir maintenant une activité avec quelqu'un qui gagne sa vie pour travailler pour l'association. Donc c'est une belle boucle aussi à ce niveau-là de voir l'évolution de cette association et voir tout ce qu'on en fait. Mais au-delà de tout ce que vous nous dites, et on va revenir évidemment sur certains détails que vous avez évoqués, l'AFPR c'est quoi? C'est peut-être aussi une sorte d'engagement citoyen, non? Au départ, c'est aussi ce message-là que vous avez envie d'envoyer à notre public. C'est votre engagement déjà. Exactement. En fait, moi je dis toujours l'application en fait c'est l'outil. L'intérêt, si on n'a pas d'humain qui se connecte, on n'a pas ce suivi, etc. L'application, n'importe qui peut faire une application, la télécharger sur les stores. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment faire un engagement citoyen, encourager les gens à se former, travailler pour initier les gens à agir. Et aussi, au travers de l'AFPR, on suit tous les premiers répondants qui interviennent, on les appelle pour voir si tout s'est bien passé. Voilà, c'est qu'on arrive à encourager les personnes au travers d'un engagement citoyen, au même titre que là, pour l'instant, on travaille beaucoup avec des gens qui sont déjà formés, des gens qui sont secouristes du travail, infirmiers, pompiers, etc., médecins. Et là, maintenant, on est en train de déployer donc des réseaux citoyens où on va encourager des commerçants, des élus, d'autres personnes à se former et à devenir premiers répondants. C'est pas aussi une manière de répondre à un besoin qui n'est pas complètement couvert par les services publics? Il n'y a aucune critique, c'est factuel ce que je dis. C'est peut-être ça aussi, non? Que vous avez cherché à faire? Alors en fait, dans le cadre de l'arrêt cardiaque, c'est vraiment un cas où même avec le meilleur système de secours, si vous n'avez pas le premier maillon et un secouriste qui vient donner un coup de main au premier témoin, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est vraiment le cas où même si le système de santé était parfait, sans premier maillon, ça ne fonctionne pas parce que l'arrêt cardiaque c'est vraiment une question de secondes, vraiment de secondes. Chaque minute de perdu c'est 10% de chance de survie en moins. Donc à moins de mettre un pompier dans tous les quartiers, forcément on vient compléter le réseau existant. Donc plutôt que pallier, j'ai envie de plutôt dire compléter et on est sur
on parle souvent dans les formations de gestes de premier secours de la chaîne de secours. Et nous, on s'intègre parfaitement entre le témoin et la première ambulance ou le premier pompier. Laurent Paris, c'est vous notre invité d'honneur ce soir. Vous serez notre fil rouge. Pardon pour cette charge. On va essayer de l'alléger au maximum. Mais j'aimerais que vous nous disiez ce qui se passe le 24 août 2020 à 7h du matin. Ben, on s'apprête à partir en vacances avec chouette. la famille. Voilà, on a des vacances bien méritées. Et puis, après, c'est un témoignage indirect parce que j'ai tout oublié. Mais je sais que je fais un arrêt cardiaque à 7h du matin. Et moi, je vais me réveiller beaucoup plus longtemps après, en réanimation, dans le service du docteur Mattei. Vous aviez des antécédents J'avais une pathologie cardiaque, donc je savais que ça pouvait m'arriver. Et j'avais déjà eu des malaises, pas aussi graves, mais quand même assez sévères. Oui. Quand cet accident survient, votre famille est à vos côtés, votre épouse, enfants, voisins. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Bien sûr, que oui. Bien sûr, on part en vacances. En fait, je dois la vie à des personnes qui sont ici. Le SDIS 57, Pierre Kerrer, qui m'a sauvé la vie, le docteur Mattei, c'est sûr. Et une personne que je veux particulièrement remercier, c'est ma compagne, qui a fait les premiers gestes, qui a fait le premier massage. C'est elle qui vous a... Voilà. Donc c'est sûr que si elle n'est pas là, si elle n'a pas le réflexe d'appeler le SDIS et de masser, on ne se parle pas ce soir. Elle était sensibilisée à tout ça parce que vous aviez ces antécédents que vous venez d'évoquer? Surtout, elle avait été formée dans le passé et puis après, elle sauve son compagnon, quoi. Donc c'est un instinct de survie, quelque part aussi, qui fait que tout ça se déclenche. Je pense que ça, c'est ça qui est à l'origine de tout aussi. Donc vous nous dites, je me souviens de rien. Donc vous n'avez pas le temps de réfléchir en disant, bon, il faut que je m'accroche, tout ça. Non, tout ça, c'est vraiment blackout. Non, total. Blackout. On a visité une maison la veille, apparemment, je m'en rappelle plus. Depuis, vous l'avez acheté, cette maison? Malheureusement, non. Je vous taquine un peu, mais on est aussi là pour sourire. Sergent-chef Patrick Ledvisac, l'appel est émis. Que se passe-t-il à l'autre bout de cette connexion du 18 lorsque l'appel est réceptionné par un centre opérationnel, le vôtre en l'occurrence, même si c'est pas vous qui êtes au téléphone ce jour-là? Voilà. Donc l'appel est reçu par un opérateur de traitement des appels d'urgence, d'accord, qui a pour charge d'analyser très rapidement la situation et d'établir un lien très fiable de communication avec le requérant. Notre objectif est de comprendre très succinctement les circonstances, identifier la détresse et très rapidement collecter l'adresse précise et les accès pour rejoindre les lieux d'intervention, pour faciliter le temps à nos collègues. Et vraiment, chaque seconde compte, donc vraiment ne pas perdre de temps. Ça crée des fois un petit décalage avec les gens qui attendent une réponse, mais on est focalisé sur une adresse au départ pour déjà engager les secours. S'ensuit, dans le cadre de l'arrêt cardiaque, d'identifier clairement, en fonction des éléments, c'est un travail de collaboration avec le requérant, mais d'identifier la détresse vitale. Donc, identifier la conscience dans le cadre de l'arrêt cardiaque, est-ce que la personne est consciente ou pas, et l'arrêt complet de la respiration. Ce qui n'est pas forcément facile pour une personne qui n'est peut-être pas formée ou qui est peut-être choquée de ce qu'elle vient de voir. Une fois ces choses faites, les sapeurs-pompiers, l'opérateur retranscrit tout ça, évidemment en simultanéité. C'est un délai d'1 minute, 1 minute 30 secondes pour engager les secours. Il a retranscrit, analysé la situation et engagé les moyens des services compétents. De là, le SAMU est alerté de l'engagement. Un médecin régulateur prendra dès que possible la régulation médicale de l'appel, mais le requérant n'est pas livré à lui-même, il sera guidé. Donc quand je parle d'engagement des moyens, je parle des moyens sapeurs-pompiers, mais également l'alerte du premier répondant qui est couplé à notre service de gestion, à notre système de gestion opérationnelle. Donc on développera ça sûrement plus tard. Mais le requérant n'est pas laissé livrer à lui-même, il sera conseillé et aidé par un opérateur, par le même opérateur qui va suivre jusqu'à l'arrivée des collègues. Donc les gestes de premier secours, il va l'aider à faire ces gestes de sauvegarde qui sont clairement essentiels. Par rapport aux accidents globaux, aux urgences que vous devez traiter,
L'accident cardiaque, l'arrêt cardiaque représente combien en pourcentage? Alors dans le département de la Moselle, nous sommes sur une fourchette d'environ 6 à 8% de nos interventions qui concernent des arrêts cardiaques, toutes circonstances confondues. Pierre Kerrer, sergent-chef aussi, on est d'accord, et je crois que c'est une évidence, on joue là une vraie course contre la montre, hein, vous l'avez déjà dit, Président aussi, avant de détailler les étapes qui vont suivre évidemment. Est-ce qu'on peut rappeler quelques informations sur les délais? Quelle chance de survie? Combien de temps on a une chance réelle de pouvoir intervenir positivement? On peut donner 2-3 ordres de grandeur? Alors, on considère toujours que Frédéric l'a dit, oui. que chaque minute perdue, c'est 10% de chance de survie en moins. Voilà, donc globalement, on démarre à 100%. Au bout de 10 minutes, il n'y a plus de chance. Donc ça reste très théorique. C'est dépendant de beaucoup de facteurs, mais ça a été dit, je le répète encore, c'est chaque seconde qui compte. Dans le cadre d'une urgence vitale, que ce soit un arrêt cardiaque ou d'autres urgences vitales, c'est une histoire de secondes, c'est l'oxygénation des cellules, notamment les cellules cérébrales qui comptent dans cette urgence. Et donc, l'urgence vitale, c'est vraiment une histoire de secondes. Et donc l'enjeu, c'est une très bonne organisation territoriale aussi pour répondre à ces urgences. Vous êtes tous très bien organisés, tous les services qui doivent intervenir. Un petit mot là-dessus peut-être? Donc exactement, pour la partie sapeurs-pompiers, le département de la Moselle a un maillage territorial qui est très fort. Il est composé de 190 unités opérationnelles. Une unité opérationnelle, pour les gens qui ne savent pas, c'est une caserne. Voilà. Voilà. Donc toutes les casernes ne disposent pas d'une ambulance. Alors, le vecteur, le véhicule adapté est une ambulance. Toutes les casernes du département ne disposent pas d'une ambulance. Mais pour les cas d'urgence vitale, nous, le centre opérationnel, engageons systématiquement des véhicules de proximité. Donc aussi notre forme de premier répondant, mais avec du matériel. Donc de quoi acheminer rapidement un défibrillateur, de l'oxygène, mais également du matériel de secourisme, de façon à donner un maximum de chances de survie. On a un véhicule qui correspond à ce que vous dites. Là, on a ramené nos jouets. Donc, voilà, donc le véhicule adapté, c'est bien ça. C'est celui-là, d'accord. Le véhicule de proximité sera le véhicule le plus proche sur place et il peut prendre n'importe quelle forme. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, on va peut-être pouvoir le montrer. Voilà, on a ramené nos jouets. Voilà. Donc voilà notre ambulance. Voilà. Il y a du matériel. Les pompiers, c'est un peu joueur. Voilà, c'est ça. Pierre Kerrer, simple curiosité, jamais mal placé. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu premier répondant? Ça a l'air évident, mais quand même, j'ai envie que vous nous l'exprimiez. Alors pourquoi je suis premier répondant? Parce qu'en fait, je suis en charge du secours d'urgence aux personnes au niveau des sapeurs-pompiers de la Moselle. Donc j'ai travaillé en lien avec Frédéric, on se connaît depuis de nombreuses années. Je suis formateur en secourisme depuis très longtemps également. Donc c'était une évidence, forcément, pour donner des cours tout au long de l'année et expliquer aux citoyens que c'est une histoire de secondes, comme ça a été dit par les collègues. Les secours peuvent être performants comme ils veulent sur le département par rapport au maillage territorial ou à l'organisation des secours publics. On n'a pas un sapeur-pompier à côté de chaque personne qui fait un arrêt cardiaque. Donc bien évidemment, le premier maillon, c'est celui qui compte autant que les autres. Et c'est la chaîne des secours. Donc par évidence, il fallait que je sois premier répondant également. Alors je reviens sur l'événement qui nous intéresse ce soir, celui qui concerne Monsieur Paris. Vous êtes informé de l'accident via le smartphone et l'application dont on a parlé de l'AFPR Appli. J'imagine que cette information arrive à plusieurs personnes sur plusieurs téléphones. Comment c'est géré tout ça? Alors je suis chez moi, mon smartphone téléphone, j'ai l'enregistrement de l'AFPR, donc je vois que c'est l'AFPR qui m'appelle, qui me demande d'ouvrir l'application. Je récupère une adresse qui est à proximité de mon domicile, donc très vite je me mets en route. Je saute dans un short, une paire de chaussures et puis c'est parti et je me rends sur l'intervention. Il peut y avoir plusieurs personnes qui se disent tiens, il faut que j'y aille. Comment c'est géré techniquement? Vous devez dire j'y vais et du coup ça... Oui, tout à fait, donc on valide l'intervention. D'accord. Donc c'est un clic sur le smartphone, tout à fait, voilà, on valide l'intervention, on récupère une adresse et on se met en route. Et donc du coup vous êtes responsable, il faut y aller.
Oui, donc à partir de là, je me dis, bon, il faut y aller. Comment ça fonctionne, Frédéric Lebold? Il y a cartographie, géolocalisation, tout ça. C'est un peu ça le principe de cette application, j'imagine. Exactement. En fait, les premiers répondants sont géolocalisés. Donc, à chaque fois qu'ils se déplacent, notre serveur reçoit la géolocalisation. Et quand il y a un arrêt cardiaque, donc le 18 nous transmet l'information. Nous, c'est une question en une seconde, on sait où est l'arrêt cardiaque et on sait où sont les premiers répondants. Donc, on va géolocaliser tous ceux qui sont dans un périmètre prédéfini, donc qui va être forcément plus large en rural qu'en urbain, puisqu'en urbain, les secours vont mettre plus de temps à arriver, donc ça sert à rien. Et on va en déclencher qu'il y en ait 5, 10, 100 premiers répondants, on va tous les déclencher. L'intérêt, c'est que le premier qui est dispo va dire « j'y vais ». Le deuxième et le troisième, on va lui proposer d'aller chercher un défibrillateur public de proximité, s'il y en a un. À partir par contre du quatrième, là on dit c'est bon, il y a assez de personnes, merci, ce sera pour la prochaine intervention. Exactement. On peut juste rappeler qu'il existe d'autres applications au niveau national, Sauve Live ou Staying Alive. Quelle différence, quelle complémentarité avec votre application Alors, en fait, il y a une histoire un petit peu de territorialité, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui travaillent avec Sauve Live, d'autres avec Staying Alive, d'autres avec Permis de sauver, plus dans le sud de la France. L'intérêt, en fait, c'est de trouver, pour ceux qui suivent le webinaire, de trouver en fait l'application qui travaille avec son service de secours. Nous, une des volontés de notre réseau, c'est vraiment le côté qualitatif. On vérifie énormément les diplômes, on s'assure que les personnes qui interviennent sont bien formées. Pourquoi? Parce que on intervient sur du domicile avec des contextes qui peuvent être particuliers, donc on veut que les gens soient formés et on est parti du pari aussi de faire monter en compétence la population, donc avec des formations, des réseaux citoyens qu'on est en train de déployer et de se dire plutôt que de prendre n'importe qui sur l'application, de dire on va arriver à faire un maillage suffisamment dense pour qu'on arrive à déclencher les premiers répondants sur chaque intervention. Alors, il y a eu la période Covid qui a un peu ralenti les choses, mais il faut savoir qu'en 2019, on arrivait à être, donc juste avant le Covid, on était à près de 50-60% des arrêts cardiaques qui étaient couverts par un premier répondant. Donc, ce qui était quand même pas mal avec un réseau où finalement, on peut dire, ah oui, on n'a pas 100 000 téléchargements, etc. Mais on arrive à avoir des premiers répondants qui sont formés, qui donc du coup vont être beaucoup plus sensibilisés. Parce que faire télécharger une application à quelqu'un qui voit une affiche dans le métro, c'est une chose, mais un an après, quand son téléphone va sonner, elle va peut-être se sentir paniquée, etc. Donc, nous, on a fait ce pari-là de travailler avec des gens formés. Mais pour que tout ça marche, il y a des partenariats, des accréditations, j'imagine, pour que l'appli soit reconnue, entre guillemets, au niveau des services de secours. Tout à fait. En fait, ça part d'une convention avec le SDIS 57, qui a été le premier à nous faire confiance. On travaille avec le CHR de Metz-Thionville. Notre déploiement dans la Marne, récemment, on a une convention également avec le CHU, avec le SDIS. Dans les Vosges, on va se déployer là dans quelques semaines, c'est pareil, c'est un conventionnement avec les services de secours, puisque forcément tout part du service de secours. Donc il faut que eux nous envoient l'alerte sur notre serveur, sinon on peut pas fonctionner. Bien sûr. Pierre Quérer, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, on revient à ce 24 août 2020, vous arrivez, il se passe quoi? Alors, j'arrive sur place, donc je vois une personne au sol, un voisin qui est déjà en train de faire un massage cardiaque. C'est important aussi, puisqu'il y a déjà un massage qui est fait, même si ce massage n'est pas optimisé par quelqu'un dont c'est pas le métier. C'est mieux que rien. Le massage est là. Donc je pense que le docteur pourra le dire plus tard. À partir du moment où il y a quelque chose déjà qui est fait, on n'est pas à zéro, quoi. Donc je prends le relais, je me présente en professionnel du secours, je prends le relais de ce voisin, je lui donne un coup de main. Ça dure quelques minutes, donc une phase de réanimation avec la compagne de Laurent qui est présente, le voisin qui est là, moi-même. On travaille sur une réanimation cardio-pulmonaire pendant quelques minutes. Et les collègues sapeurs-pompiers arrivent, on est en secteur urbain, donc ça va relativement vite. Les collègues arrivent au bout de quelques minutes. Et puis, encore une fois, c'est l'ensemble de la chaîne des secours qui s'engage. Et c'est pas une personne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez sauvé. Non, j'ai participé. C'est l'ensemble, mais c'est important, c'est l'ensemble de la chaîne des secours, du témoin, de celui qui téléphone et qui fait pas de geste de secours, de celui qui téléphone, de celui qui essaye de faire quelque chose, et de l'ensemble de la chaîne des secours jusqu'à la sortie de l'hôpital. Docteur Mattei, on va venir à vous dans un instant puisque M. Paris va être livré aux services médicaux. Mais juste une réaction, on ne dira jamais assez, chaque geste compte, vous l'avez dit, Pierre Quérer. Oui, tout à fait, chaque geste et chaque minute compte.
Comme il a été dit tout à l'heure, on sait que chaque minute de perdu, c'est 10% de survie en moins. Et il est important effectivement que dès le début, des gestes de réanimation soient faits, même s'ils sont pas parfaits, même s'ils sont peu assurés. Il faut quand même le faire puisque c'est ça qui va engager la survie derrière. Et c'est très important effectivement que le premier répondant arrive derrière et notamment puisse porter un relais derrière. Là, le voisin avait commencé, mais une personne seule qui fait un massage, s'il faut attendre 9 minutes ou 10 minutes, à la fin, on n'est plus efficace. C'est épuisant. Donc, c'est important qu'il y ait une autre personne qui arrive et puis finalement, après que les secours arrivent, pour que tout ce monde se relaie pour que, effectivement, le massage cardiaque soit le plus efficace possible. Combien de temps ça va durer votre intervention? Est-ce que vous avez à votre disposition un défibrillateur? Non, alors il n'y a pas de défibrillateur. Parce que moi, j'interviens le premier, donc il n'y a pas de personne qui est engagée avec un défibrillateur. Entre-temps, dans ma commune, des défibrillateurs ont été installés par la commune. Donc moi, j'interviens sans défibrillateur. Donc vraiment comme secouriste lambda avec un bouche-à-bouche, un massage cardiaque rudimentaire, manuel, qui ont leur efficacité néanmoins. Et donc ça dure quelques courtes minutes et quelques longues minutes selon comment on se positionne. Encore une fois, on est en secteur urbain, les collègues arrivent en 5-6 minutes. Donc le temps que moi j'intervienne, je vais peut-être faire une réanimation qui va durer entre 3 et 6 minutes peut-être, quelque chose comme ça. Et les collègues sapeurs-pompiers arrivent et prennent le relais. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'ensemble de l'équipe qui est sur place qui travaille. Bien sûr, docteur Mattei, on est d'accord. On est ici en phase de secours d'urgence, on n'est pas encore dans la partie médicale. Non, là le but, effectivement, c'est de faire survivre la personne. On ne sait pas encore pourquoi il a fait un arrêt cardiaque. On ne sait pas encore quelles en sont les conséquences d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, le but, il est de faire survivre la personne pour ensuite pouvoir l'amener à l'hôpital et faire les examens qui vont pouvoir déterminer les conséquences et la cause pour ensuite aller plus loin et guérir le patient. Alors justement, quels sont les autres dégâts, risques collatéraux qu'on peut enregistrer en fonction de cette durée qui peut être plus ou moins longue? Comme ça a été dit tout à l'heure, on sait que les cellules ont besoin d'oxygène, ont besoin de sucre, et tout ça, c'est le sang qui l'apporte. Si le cœur ne bat plus, tout simplement, il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène qui arrive aux cellules, et les cellules cérébrales, on le sait, elles sont très très sensibles à ce manque, et au bout de quelques minutes, 5-10 minutes, elles se détruisent. Et le problème des cellules cérébrales, c'est qu'à la différence d'autres cellules, les cellules cérébrales, une fois détruites, elles ne se régénèrent pas. Les autres cellules, il peut y avoir des dégâts dans d'autres organes, le foie, les reins qui peuvent moins bien marcher. Tout ça peut à la limite récupérer. Mais les cellules cérébrales, une fois qu'elles sont détruites, c'est irréversible. Frédéric Lebold, cartographie des défibrillateurs, c'est pas facile à dire rapidement. Vous avez plus l'habitude que moi en tout cas. Vous gérez ça. Elle évolue rapidement, cette cartographie. Je viens d'entendre, oui, depuis il y a un défibrillateur, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. On est encore en retard. Comment on peut juger? Là encore, pas de polémique, c'est pour comprendre comment ça bouge. Alors les défibrillateurs, en fait, c'est quelque chose qui vraiment s'améliore d'année en année. Il y a un décret de 2018 qui oblige les établissements recevant du public à installer des défibrillateurs. Donc déjà là maintenant, tous les établissements recevant du public de niveau 1, 2, 3 et 4, donc les plus gros, doivent avoir un défibrillateur. Au 1er janvier 2022, c'est les ERP de niveau 5, donc les plus petits, mais certaines catégories qui vont devoir aussi s'équiper. Donc il y en a de plus en plus. Maintenant, l'objectif, et c'est aussi l'intérêt de l'application de pouvoir envoyer chercher des défibrillateurs, c'est 80%, entre 70 et 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. Et à un moment, à part ouvrir la fenêtre, crier au secours et d'avoir du relais pour que quelqu'un aille chercher le défibrillateur à la mairie qui est peut-être à 100 ou 200 mètres ou au gymnase ou peu importe, il faut avoir une personne en plus qui va le chercher. Donc ça, c'est important d'en installer de plus en plus et aussi d'avoir des systèmes d'application ou autres qui permettent d'aller le chercher. De faire ces relais. C'est ça. Donc à savoir qu'on travaille donc avec la base de données nationale des défibrillateurs, la base du ministère de la Santé, donc qui a été créée aussi en même temps que l'obligation légale des défibrillateurs dans les établissements recevant du public. Il y a une base de données nationale qui a été créée et avec laquelle notre application est reliée et qui permet qui oblige en fait tous les exploitants de défibrillateurs à recenser leurs défibrillateurs, pour qu'il y ait une cartographie nationale de tous les défibrillateurs et qui soit accessible, vous l'avez dit, avec les autres applications, que ça soit LifePair ou que ça soit Sauve Life ou Staying Alive en fonction des départements, qu'ils aient accès à cette cartographie des défibrillateurs.
Sergent-chef, on va retrouver Monsieur Paris, c'est dans les mains des équipes médicales dans un instant. On rappelle, on résume les étapes de cette chaîne de survie avant d'arriver à l'hôpital, Oui. aux urgences. La chaîne de survie, on en a beaucoup parlé. Chaque personne, chaque intervenant, en passant donc à sa place. C'est une chaîne. Chaque maillon a exactement la même taille. Il n'y a pas un maillon plus fort que l'autre, plus gros que l'autre. Le témoin qui va donner l'alerte, le premier répondant qui va venir soulager le témoin pendant ces longues minutes qui sont courtes mais aussi longues, qui peuvent être des moments de solitude, donc va apporter de suite un soutien, mais également après les sapeurs-pompiers, le SAMU, les services hospitaliers qui vont tous jouer leur rôle dans leur métier et fonction, mais voilà, donc chaque maillon est très important. C'était important de rappeler, tout simplement. J'ai dit, on est pédagogique ce soir, parce que pour notre public, je crois que c'est important de capter chacune de vos réponses qui ont leur importance par rapport à ce degré de précision qu'il faut avoir dans le geste, dans le temps qu'il ne faut pas perdre, etc. Donc c'est pour ça que je réinsiste un petit peu. Pour notre public, Docteur Mattei, on a bien compris toutes ces étapes qui permettent finalement à Monsieur Paris d'arriver aux urgences dans les moins mauvaises conditions possibles, on va le dire comme ça. Monsieur Paris arrive en vie, les équipes médicales de l'hôpital de Mercy vont l'accueillir dans un premier temps, donc tout près à Metz. Pas à Metz, sur l'Eurométropole de Metz. Racontez-nous ce qui se produit, il faut être précis. Racontez-nous ce qui se produit à partir de ce moment-là, s'il vous plaît. Alors effectivement, il est adressé tout d'abord au CHR Metz-Thionville à Mercy. Et là, effectivement, il constatait que son cœur fait toujours des troubles du rythme, que son cœur marche bien. Donc l'urgence a été effectivement d'assurer quand même un débit de sang dans son organisme qui soit satisfaisant. Vu que son cœur n'arrivait pas à le faire, ils lui ont implanté une machine en mettant des gros cathéters au niveau du pli de l'aine pour remplacer son cœur transitoirement. Et ensuite, son dossier était connu, on savait qu'il avait une pathologie cardiaque qui pouvait lui donner ces troubles du rythme, donc il n'y avait pas énormément de recherches supplémentaires à faire sur les causes de l'arrêt cardiaque. Et secondairement, effectivement, il a été adressé au CHU de Nancy pour essayer d'arrêter ces troubles du rythme pour que les cardiologues essayent d'arrêter ces troubles du rythme en allant un peu griller les fibres cardiaques qui sont responsables des troubles du rythme. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il a été adressé dans un second temps au CHU de Nancy. Et après on peut en parler effectivement, à moins que vous y en parliez un peu plus tard. Mais vous êtes l'invité. Hein, Mais... Après, effectivement, il y a eu une période où ses troubles du rythme se sont arrêtés et on a pu lui enlever cette machine. Néanmoins, le cœur était malade. Le cœur restait malade, le cœur restait très fatigué par tout ce qui s'était passé. Et c'est là, après, dans un deuxième temps, qu'on est rentré dans une... Il y aura d'autres phases. Alors justement, je voulais revenir sur un point, parce que les équipes médicales travaillent évidemment sur la dimension physique, mais il y a aussi la dimension psychologique, il y a l'accompagnement des personnes, parce qu'il y a aussi une souffrance autour de Laurent Paris. On en parle un petit peu. Alors oui, c'est primordial même. Hein. C'est quand on reçoit... Alors je ne parle pas de M. Paris, parce que je ne l'ai pas vu à l'arrivée, il était dans un autre hôpital. Mais quand on reçoit un patient qui était victime d'un arrêt cardiaque, on est tous les médecins, on est toujours très prudents sur le pronostic. Parce qu'on s'attend au pire, finalement. Quand on est... Et surtout, on ne peut pas prévoir. Bien sûr. Au départ, on ne peut absolument pas prévoir. Il y a surtout deux problématiques. La problématique du cœur, généralement, la cause est d'origine cardiaque, donc ça peut être un infarctus, donc le cœur a pu souffrir énormément et peut ne pas récupérer suffisamment bien. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'au bout de quelques minutes, les cellules du cerveau, si elles sont privées d'oxygène, peuvent se détruire de façon irréversible. On sait qu'il y a un problème cérébral. Et ça, on peut malheureusement pas l'évaluer tout de suite. Parce que, pour deux raisons. Et d'une, parce que c'est trop tôt. Et de deux, parce que, généralement, on va essayer de protéger au maximum le cerveau. Et généralement, on fait ce qu'on appelle une hypothermie thérapeutique, c'est-à-dire qu'on refroidit le corps du patient pour essayer de protéger au maximum le cerveau pendant 24 heures. Donc, pendant cette période-là, on n'arrive pas à se prononcer. Donc, c'est vrai qu'avec les familles, on ne peut pas répondre à leurs questions. Leur question, c'est ce qui va se réveiller toujours. Et ça, malheureusement, je dis, je peux pas vous répondre tout de suite. On pourra vous le dire dans les jours qui viennent. Il est possible qu'il se réveille sans séquelles. Il est possible qu'il ne se réveille pas du tout.
Et entre les deux, il y a une multitude de tableaux cliniques qui peuvent être présents, comme un réveil avec des séquelles ou comme un état végétatif. Donc, pour l'instant, au début, on ne peut vraiment rien dire. Et c'est au fur et à mesure des jours qu'on accompagne les familles et qu'on les tient au courant, heure par heure, jour par jour, de l'évolution du problème cardiaque, du problème neurologique. Alors, malgré tous ces efforts, malgré toute cette expertise, cette empathie aussi, parfois ça finit mal. Qu'est-ce qui fait que Laurent Paris a finalement été sauvé? Quels sont les ingrédients qui ont fait qu'on a pu lui sauver la vie? Déjà, que vos équipes ont pu, avec l'ensemble de la alors chaîne, je pense bien que sûr. c'est surtout effectivement le problème neurologique apparaissent dans les premières minutes. Ouais. Si effectivement il n'y avait pas eu de massage cardiaque immédiat par le voisin, puis par le premier répondant, je pense qu'il ne serait pas à côté de moi à ce moment. C'est justement parce que la chaîne des secours, tous les maillons ont été présents, qu'il est encore vivant et que le cerveau n'a pas été abîmé. C'est sûr que effectivement, c'est très important que ces maillons s'enchaînent les uns après les autres. Et plus il y a du retard à la prise en charge, plus on a des risques que malheureusement ça se passe mal. On rappelle quand même, je n'ai pas envie de donner de mauvaises nouvelles ce soir, mais le taux de mortalité, il est quand même important. Le taux de mortalité, le taux de mortalité, il est entre 5 et 10%, on est aux alentours de 8% du taux de mortalité de l'arrêt cardiaque en France. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi compter qu'il y a des personnes qui survivent avec des séquelles neurologiques qui peuvent être majeures, comme un état végétatif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune conscience. On vous retrouve donc un petit peu plus tard avec un cœur qui fonctionne correctement. Vous reprenez la vie normale, mais il faut déjà songer à une nouvelle étape. Ça s'appelle la transplantation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Et pourquoi cette nouvelle étape? Vous nous racontez? Je tiens à dire déjà que moi, quand je me réveille... oui, c'est vrai que vous... Ouais, en fait, parce que là, on fait un bond dans le sens. Vous les gens, mais en fait, voilà, moi, quand même. J'ai une prise de conscience quand même. Donc, je me réveille entouré et aimé. Et ça, c'est important par rapport à ce qui vient d'être dit. Sûr. Avec un cœur certes fatigué, parce que là, mais toute ma tête, ça c'est un élément important qui rassurera tout de suite ceux qui m'entourent. Et puis une véritable envie de vivre. Voilà. Après, les médecins ont fait un super job. Et assez tôt, je pense, je sais pas combien de jours après, mais le docteur Mattei exprime la possibilité d'une greffe. Mais ça va pas être possible à ce moment-là. Et un peu plus tard, à froid, on va en rediscuter. Et là, tout un processus va se mettre en place. Je vais franchir avec succès les étapes parce que c'est pas évident. Il y a quand même un parcours clinique à faire et pour être inscrit sur une liste de demandeurs. Vous pouvez nous parler un peu de ce parcours justement, docteur Mattei? Oui, tout à fait. Pour inscrire quelqu'un sur une liste de transplantation, il faut déjà qu'il y ait une indication. Il faut qu'il y ait un cœur fatigué, suffisamment fatigué, parce que mine de rien, la transplantation, il y a quand même des risques, on en parlera tout à l'heure. Donc, greffer quelqu'un qui va bien, ça n'a pas de sens. C'est prendre des risques pour pas grand-chose. Donc, il faut que quelqu'un qui, effectivement, ait un cœur fatigué et des symptômes cliniques, c'est-à-dire qu'il soit essoufflé ou qu'il fasse des troubles du rythme. Donc, il faut déjà une indication. Et après, tous les examens qu'on fait, c'est à la recherche de contre-indications. On sait que notamment certains cancers, enfin les cancers sont des contre-indications, puisque derrière les médicaments qu'on donne pourraient faire flamber certaines tumeurs, donc on recherche des cancers, on recherche des pathologies infectieuses, on fait beaucoup de recherches pour éliminer toutes les contre-indications, et à partir du moment où il y a l'indication et pas de contre-indication, et que le patient souhaite aussi être inscrit sur une liste d'attente de transplantation cardiaque, dans ce cas-là, on procède à cette inscription. Vous le souhaitiez? La question s'est même pas posée. Une véritable envie de vivre, une seconde chance, la confiance dans les équipes du CHU qui me suivaient depuis un certain temps. Donc c'était go tout de suite, quoi. Voilà. Quels sont les risques, docteur? Il y a des contraintes, des risques, puis il faut trouver aussi des donneurs. Alors tout à fait. Il y a toute une série d'éléments. Effectivement, on sait qu'il y a des risques, hein, malheureusement. On sait que le cœur, tout de suite après la greffe, le nouveau cœur ne fonctionne pas toujours très très bien immédiatement. Il faut quelques jours pour refonctionner de manière un peu plus optimale. Et donc, il y a tous les problèmes d'un cœur qui fonctionne pas bien. Les autres organes peuvent moins bien fonctionner, du coup. Et surtout, on met des médicaments pour éviter le rejet. C'est-à-dire que on veut faire en sorte que les globules blancs
du receveur, donc par exemple de M. Paris, n'aille pas détruire tout de suite le nouveau cœur, parce que c'est le réflexe immédiat de l'organisme, D'accord, ouais. c'est d'aller détruire ce qui est étranger. Mhm. Donc on donne des médicaments qui marchent très très bien, mais du coup les globules blancs ne vont plus du tout détruire ce qui est étranger. Ils vont pas détruire le nouveau cœur, mais ils vont pas détruire non plus les bactéries, ils vont plus détruire les virus, et donc il y a des risques infectieux qui sont majeurs, surtout au tout début, où on est obligé de mettre de très grosses doses. Et donc on dit que les 2, 3, 4 premières semaines après la transplantation, les risques sont majeurs. Et malheureusement, on sait que globalement en France, hein, on a la même expérience à Nancy qu'en France, mais il y a entre 15 et 20% des patients qui décèdent pendant cette période post-opératoire, parce que c'est pas tellement le geste qui est lourd, le geste, si les chirurgiens m'entendaient, ils seraient furieux, mais c'est que de la couture. C'est de la couture. C'est de la technique. Non, c'est de la couture. Voilà, c'est furieux, mais c'est de la couture. Voilà, vous l'avez entendu, ce sera pas répété. Le plus compliqué, c'est après, et effectivement, 20% de personnes chez qui ça se passe mal. Alors c'est sûr que vu comme ça, ça fait beaucoup, mais il faut pas oublier que derrière, ça fait donc 80% chez qui ça se passe bien. Et c'est à mettre en parallèle avec le risque de ne rien faire. C'est-à-dire que c'est des patients qui souvent ne peuvent plus sortir de chez eux, ne peuvent plus rien faire, et ont un risque de mourir. Comme M. Paris, il avait le risque de refaire des troubles du rythme et de refaire un autre arrêt cardiaque, qui était beaucoup plus important que ce risque de 20%. Donc au final, c'est une chance supplémentaire. On trouve des donneurs facilement? On trouve des donneurs. Je mets des guillemets, bien sûr, mais... On trouve des donneurs. Alors les donneurs, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une mort cérébrale, une mort encéphalique, c'est-à-dire des gens qui ont eu des lésions au niveau du cerveau, que ce soit suite à un accident de la route, que ce soit suite à un accident vasculaire cérébral, chez qui le cerveau est définitivement détruit, mais les autres organes sont encore en pleine fonction et on peut les prélever pour les donner à des personnes en attente. Alors est-ce qu'on en trouve facilement? Malheureusement non. Et il y a toujours en France une pénurie de donneurs, malheureusement. On sait qu'il y a à peu près une personne inscrite sur la liste d'attente sur 2 qui sera greffé. Voilà. Un sur 2 qui sera greffé, un sur 2 qui malheureusement n'aura pas cette chance. Laurent Paris, vous êtes aujourd'hui un homme neuf, fringant. C'est vrai que vous êtes en forme. Hein, merci. Tout à l'heure, quand on vous a accueilli, ça fait plaisir. Avec un cœur donc en pleine forme, vous le confirmez, et qui vous promet une très belle espérance de vie, c'est ça? Donc Paris gagné. Oui, Paris gagné. J'avais envie de vivre, hein, vous tout à fait, dit tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il y a l'envie de vivre qui est là de toute façon. Tout ce qui est dit là confirme ce que je savais déjà, c'est que j'ai une chance incroyable. Vous êtes très reconnaissant en fait. C'est le moins que je puisse faire. Je dois avoir une vie à la hauteur de la chance qui m'est donnée. Elle doit être exemplaire et elle doit être donnée vers les autres aussi. On peut vous demander plein de trucs alors. Mais allez-y. Messieurs. Est-ce qu'on peut dire que Docteur Mattei, est-ce qu'on peut dire que Laurent Paris peut vivre une vie vraiment normale? Alors je pense que c'est à lui qu'il faut le demander, non, mais je demande d'abord au médecin, mais je pense que oui, ouais. Oui, ils peuvent avoir une vie normale. Et ce que j'explique aux patients que moi je vois en consultation avant les transplantations cardiaques, c'est qu'ils peuvent avoir une vie normale au prix de médicaments qu'il va falloir prendre à vie. Ça malheureusement on peut pas faire sans. Et au prix d'un suivi qui peut-être la première année est un peu rapproché, un peu serré, mais qui au fur et à mesure va s'espacer et va devenir beaucoup plus léger. Donc oui, une vie normale. Après une période de rééducation, de réadaptation qui va prendre quelques semaines à quelques mois. Une vie normale. Une vie normale, mais pas une vie de tête brûlée. Hein, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais tête brûlée, c'est pas une vie normale. Voilà, une vie normale. Frédéric Lebold, la boucle est bouclée. Alors vous m'avez un peu divulgaché tout à l'heure, parce que je voulais vous lancer sur le fait que la boucle est bouclée, parce que Monsieur Paris est devenu premier répondant. C'est une super fierté, non? C'est une très belle fierté, ouais, d'avoir, ne serait-ce que, j'avais toujours dit que le travail que je faisais pour l'association, pour créer l'application, le jour où on en sauvait un, ça effacait, ça méritait tout le travail. La première fois qu'il y a eu les contacts, que j'avais discuté avec Pierre, qu'il m'a dit qu'il t'avait eu au téléphone, etc. Voilà, c'est un moment qui est très émouvant de se dire, on s'est battu et il y a quelqu'un qui va bien grâce à tout ça. Alors, on reste très humble dans le sens où on est tout à fait d'accord, s'il n'y avait pas eu ta femme qui serait intervenue, qu'il n'y aurait pas eu le voisin, etc. On est vraiment qu'un tout petit maillon, mais on rentre dans une chaîne de secours qui a permis d'être là aujourd'hui et qui est beau. Donc, et en plus avec une boucle bouclée, avec Laurent maintenant qui nous aide au niveau de l'association. Donc, alors on comprend, pour vous c'était logique de devenir premier répondant avec ce que vous avez dit juste avant. Vous êtes déjà intervenu? Non. Vous êtes impatient? Mais en tout cas, ça peut être d'une effectivement certaine manière, évidemment, une opportunité de rendre encore.
Mais vous parliez de citoyenneté tout à l'heure. Oui. Déjà, ça, c'est un premier geste qu'on peut faire. C'est convaincre. Ma participation aujourd'hui à d'autres opérations que l'association propose et dans ma vie de tous les jours, la sensibilisation, de la formation au premier secours, de l'importance de s'ouvrir à l'autre parce que finalement, il y a un geste d'aller vers l'autre et aider l'autre, c'est commencer par s'aider soi-même aussi dans ces conditions. Donc il y a cette dimension citoyenne sur laquelle je veux aussi m'investir. Voilà. Pierre Kerrer, ça donne du baume au cœur d'entendre cette histoire. C'est plus qu'un acte symbolique, cette reconversion en premier répondant de Monsieur Paris, non? Tout à fait, oui. Mais c'est en fait le résultat de ce que l'on dit en formation. Ouais. Quand on fait des formations en secourisme, c'est qu'un jour ça fonctionne. Donc effectivement, le fait d'être intervenu en premier répondant, je change de casquette, je mets une casquette de formateur et je fais des formations secourisme. Où aujourd'hui, je dis, quand je fais un cours sur l'arrêt cardiaque, je termine en disant, ça peut fonctionner parce qu'il existe la FPR et il y a des histoires pour lesquelles ça a fonctionné. Donc encore une fois, c'est le lien qui nous unit tous aujourd'hui. Donc que ce soit la création de la FPR, que ce soit les services de secours, les secouristes et le corps médical derrière. Encore une fois, c'est l'ensemble de cette chaîne des secours qui fait que ça fonctionne. Alors je ne veux pas gâcher l'ambiance, tout va bien, mais en même temps on pourrait sans doute faire mieux encore. Je sais, je suis exigeant évidemment, mais on se pose tous cette question parce que les taux ne sont pas si bons que ça, on l'a dit, on est d'accord, c'est statistique. Comment on peut améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore collectivement, bien sûr au niveau des services publics, mais aussi au niveau de cette chaîne de survie que vous avez très bien décrit, sergent-chef. Et ça passe notamment par cette sensibilisation, cette formation que vous délivrez à l'ensemble de nos concitoyens, en tout cas tous ceux qui ont envie, et on vous invite à venir, à appeler la FPR. Frédéric Lebold, par exemple. C'est ça, je pense que réagir, c'est un terme qui est revenu à chaque fois, c'est le terme de citoyen, en fait, d'acte citoyen, et c'est vraiment encourager un maximum de personnes. Alors déjà toutes les personnes qui sont formées, de se dire téléchargez l'application, ceux qui nous écoutent dans d'autres départements, téléchargez les autres applications qui sont dans votre département, parce que vous pouvez intervenir et sauver la vie de votre voisin. Ou simplement d'un passant, etc. Formez-vous, je veux dire, prendre quelques instants à apprendre les gestes de premier secours, ça peut clairement sauver des vies. Ça peut, parce que quand on fait un arrêt cardiaque, vous pouvez avoir votre voisin qui tope à la porte. C'est pas parce que vous êtes premier répondant que vous n'allez pas avoir la voisine qui va toquer à la porte en disant j'ai besoin d'aide, venez m'aider. Donc voilà. Et puis les arrêts cardiaques, ça peut arriver malheureusement n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, savoir simplement faire les gestes. Il y a des initiations qui sont faites un peu partout. Les élèves de 3e qui maintenant se forment. Il y a des choses qui sont mises en place, des initiations dans les gares, des initiations, que ce soit la Fédération française de cardiologie, la protection civile, la Croix-Rouge, etc. Ne pas hésiter à aller vers eux pour apprendre les gestes de premier secours. Et encore plus si on devient premier répondant après son PSC1, encore mieux, mais au moins apprendre à faire les gestes. Sensibilisation, formation, docteur Mattei. Oui, je pense qu'effectivement la formation est importante. Vous parliez tout à l'heure des élèves de 3e, je pense qu'au niveau de la jeunesse, il y a un énorme travail à faire, puisque c'est à eux à former et c'est eux qui seront les premiers répondants de demain. Donc je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire auprès de la jeunesse pour les former au premier secours, et peut-être plus qu'une ou 2 fois pendant la scolarité. Alors, certains pays le font tous les ans. Alors c'est sûr que c'est chronophage, ça demande du monde pour le faire, bien sûr, mais peut-être que derrière, ce sera bénéfique. Sergent-chef Ludisac. Oui, donc je vais compléter les propos, avec le recul que j'ai, qui est peut-être pas autant que Pierre, mais j'ai vu quand même les choses vraiment évoluer et dans le très très bon sens, grâce à des associations comme la FPR qui a profité du numérique, mais pour une très très bonne cause. En envoyant des répondants, en se structurant comme ils le sont aujourd'hui, qui est merveilleux, mais également les associations agréées de sécurité civile qui forment aux gestes qui sauvent, qui forment au PSC1, la formation de secours citoyen, le service départemental d'incendie et de secours de Moselle, mais d'ailleurs également, on est pleinement engagé en Moselle dans la formation
des collégiens. C'est vraiment les personnes cibles. De troisième, en Moselle, on a aussi développé les cadets de la sécurité civile. Donc tous les jeunes collégiens qui ont un attrait à la citoyenneté, à la sécurité, peuvent rejoindre ces classes et elles sont encadrées par par des collègues. Et voilà, donc c'est exceptionnel. Après, les collectivités, l'État, les entreprises qui ont investi massivement dans les défibrillateurs. Aujourd'hui, le défibrillateur, il fait partie du paysage des Français. Ce qui n'était pas le cas il y a moins de 10 ans. Donc il y a eu énormément de choses et il faut vraiment continuer dans cette progression et la formation. Laurent Paris, ces mots doivent vous réjouir et vous-même, vous prenez votre part aussi dans cette dimension sensibilisation et accompagnement à la formation du plus grand nombre. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, en parlant autour de moi, en m'inscrivant dans des actions d'association. Après, si j'ai bien compris, les chiffres français sont pas quand même très très bons. D'autres pays font mieux. Donc, on peut aussi essayer de comprendre pourquoi d'autres pays font mieux. Je vais prendre ma casquette de citoyen, là, pour le coup. Les actions bénévoles, c'est génial. Mais je crois qu'à un moment, il faut aussi des moyens à la hauteur de la cause. Donc, il faut aussi aider. Les pouvoirs publics peuvent aussi essayer de mettre des priorités là où elles sont, en tout cas ce soir, c'est affirmé, essentielles, quoi. Vous êtes passionnants, messieurs. Je vois l'heure qui tourne. On va respecter le timing. J'ai récupéré, merci à l'équipe qui m'aide à le faire, quelques questions. On pourra peut-être pas répondre à tout, comme je l'ai dit, mais je vous livre 3-4 questions comme ça que j'ai sur le chat. Est-ce qu'on peut rappeler les démarches, c'est peut-être plutôt à vous que je m'adresse, Frédéric Lebold, de rappeler les démarches à réaliser pour devenir premier répondant, et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, toute personne majeure, déjà, on a Parce mis que j'avais une autre la question limite, sur l'âge. Donc voilà, il faut être majeur. Il n'y a pas de limite maximum, mais en tout cas, il y a la limite minimum pour des raisons de responsabilité. Ensuite, il suffit de télécharger l'application. Si on est déjà formé, s'inscrire avec une photo de son diplôme, etc. Si on n'est pas formé, on travaille avec maintenant 13 communautés de communes de Moselle, donc on commence à faire un maillage à être assez intéressant. Donc il ne faut pas hésiter soit à nous contacter pour nous demander si la communauté de communes où la personne habite est bien dans le réseau, ou contacter sa communauté de communes et ensuite s'inscrire dans des formations. Donc on est en train de faire des formations au fil des week-ends dans les différentes communautés de communes pour se former, et ensuite on fait une formation continue, une demi-journée par an pour être capable d'intervenir. Vous êtes en train de nous dire que nos élus de la République sont très sensibilisés à l'action que vous portez et diffusent cette information aussi. On a beaucoup de chance. En Moselle, on a vraiment clairement une chance d'être soutenu à la fois par le conseil départemental, par le SDIS, on en a largement parlé avant. Voilà, on a une chance. Les communautés de communes jouent le jeu maintenant et c'est un défi au départ, ce réseau citoyen, parce que c'est pareil, c'est quelque chose propre à la FPR. Ça fonctionne très bien. On parlait des politiques et je ferai juste la parenthèse par rapport aux formations des personnes. On a aussi écrit un courrier, on est soutenu par la députée Isabelle Roche qui soutient le projet, de demander au ministre de l'économie de faire que les formations premier secours deviennent déductibles des impôts. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on essaie de se battre pour. Du lobbying. Alors, on essaie d'encourager, en tout cas, pour les formations premier secours, parce que ça a un coût. C'est une formation premier secours, c'est 65 €. On se dit, finalement, vous donnez 65 € à la Croix-Rouge, vous avez une déduction fiscale, vous donnez la même somme pour vous former, vous pourriez peut-être avoir une déduction fiscale pour apprendre à sauver des vies. Donc voilà. Mais effectivement, les politiques nous aident beaucoup en Moselle, on a beaucoup de chance. Et en Marne aussi. Comment faire d'autres webinaires sur ces sujets-là avec plaisir. On a combien de premiers répondants en France, vous savez? On a un ordre de grandeur. Voilà, je prends les questions comme elles viennent. Et combien est-ce qu'il en faudrait? Est-ce qu'on a évalué ce besoin pour être efficace On a des statistiques, 60 000 cas, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, alors j'ai pas les statistiques de chaque application, etc. Maintenant, par rapport à la Marne et à la Moselle, pour l'instant, on est aux alentours de 2600 premiers répondants d'inscrits validés sur l'application. Concrètement, je pense que pour être présent quasiment dans 100% des arrêts cardiaques, je pense qu'il faudrait au moins 4000 premiers répondants par département avec un maillage intelligent. C'est-à-dire que effectivement, il faut avoir 2000 personnes sur la Moselle, sur Metz. Oui, c'est bien, mais par contre, il y a des territoires, je pense notamment au comité de communes de Beach, de Château-Salin, etc., qui sont vraiment beaucoup plus éloignés, d'aller chercher dans chaque village, de mettre en place des réseaux. Donc c'est là où vient notre système. Et je pense que avec 4000 premiers répondants formés, motivés, avec leur géolocalisation à jour, on arrive à être proche des 100% des premiers répondants des arrêts cardiaques où il y a un premier répondant.
Merci pour toutes ces contributions, c'est riche. On va bien sûr devoir rendre l'antenne, à moins que on se fait 1 heure de plus. Non, peut-être pas ce soir. Le temps pour moi de vous remercier évidemment chaleureusement au nom de notre public pour votre disponibilité et plus encore pour la qualité de ces témoignages qu'on a pu recueillir grâce à vous ce soir pour notre public qui nous suit. Un dernier mot rapide peut-être pour clore ou ouvrir la conversation à d'autres débats. Une conviction, une envie, une demande. Allez, chacun à 10 secondes pour répondre. Allez, docteur, je commence avec vous. Allez, je me Soyez lance. spontané. Donc j'avais déjà parlé tout à l'heure effectivement de la formation, c'était étendre la formation au premier secours. Et puis effectivement, on en parlait au début, puisque je représente aussi tout ce qui est don d'organes et transplantation d'organes, c'est d'en parler. Le plus important, c'est oui ou c'est non, mais en parler entre vous, parlez-en entre vous dans les familles, puisque c'est là, malheureusement, quand ça survient, qu'on a besoin d'une réponse. Sergent-chef Ludwig Isaac. Oui, donc je pense qu'on aura tous le même discours sur la formation. On Je l'a sais eu, pas. mais c'est extrêmement important. Formez-vous. On peut le faire en famille, on peut le faire avec des proches. C'est extrêmement enrichissant sous n'importe quelle forme. Donc allez-y, formez-vous. Et deuxième message, n'ayez pas peur du défibrillateur. Le défibrillateur ne tue pas, il sauve. Voilà. La preuve, on en a un depuis le début, il nous a pas Il attaqué. nous a- Oui, non, là, il ça n'a pas va, bougé. on est- Il n'y a que le camion qui c'est a vrai. bougé. On est cerné. Lieutenant Kerrer, je vous appelle lieutenant parce que j'ai ce profond respect pour les sapeurs-pompiers. Donc même si vous ne représentez pas officiellement le SDIS ce soir, vous êtes le premier répondant. Une conviction, une envie, un coup de gueule peut-être. Comme ça a été dit, hein, les institutions françaises fonctionnent bien. Les secours publics, les sapeurs-pompiers, les SMUR, les SAMU, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis de nombreuses années. Le corps médical fonctionne bien aussi. Donc, encore une fois, il faut qu'on travaille beaucoup sur le premier maillon. Donc, formez-vous, comme l'a dit le docteur, comme l'a dit mon collègue. Formez-vous en secourisme. Inscrivez-vous en même temps à la FPR pour avoir des premiers répondants. Et la boucle sera bouclée. Monsieur le président de la FPR, Frédéric Lebold. Je ne peux que redire ce qui a été dit, que les personnes, la conviction, c'est vraiment de former, formez-vous, encourager les personnes à se former, devenez premier répondant évidemment, et si ça arrive, et si quelqu'un se retrouve en réanimation, en mort cérébrale, etc., n'hésitez pas aussi à faire preuve d'une générosité à ce moment-là et de faire le don d'organes. Parlez-en avant, parce que c'est souvent quelque chose qu'on reproche, c'est de ne pas en parler assez. Moi, toute ma famille est au courant, don d'organes, oui. Mais voilà, il faut en parler absolument. Le don d'organes, ça sauve des vies. Vous venez de me remettre quelque chose en tête. Merci beaucoup. Laurent Paris, je vous laisse le mot de la fin, évidemment. Vous étiez notre invité d'honneur. On est tellement heureux de vous avoir avec nous et de vous voir sourire malgré le masque. Vos yeux pétillent. Vous m'excuserez pour le port du masque. Mais non, pas du tout. Déjà, il tiendra en 5 lettres, mais ça sera merci, ce mot-là. Parce que je pense que c'est un travail de lien, de chaîne. Donc, il y a besoin de se remercier les uns les autres pour cette entraide. Et puis, par nature, on a tous un cœur. Donc, on est, je sais pas, 67 ou 70 millions de personnes concernées. Donc, je ne sais pas s'il y avait, par exemple, au moins une personne formée par foyer. Ça pourrait être déjà un bel objectif. Voilà. Ça ferait rentrer cette prise de conscience au plus près des gens qui peuvent être concernés. C'est à vous qu'on dit merci, à vous et à tous ces messieurs. Merci à vous tous. C'était un plaisir de vous interroger, de vous avoir avec nous sur ce plateau pour traiter, vous l'avez compris, un sujet important, sensible, qui nous touche toutes et tous, mais aussi un sujet finalement aussi joyeux. Et ça fait plaisir. Mesdames, messieurs, soyez vous aussi remerciés pour l'attention que vous nous avez portée ce soir. Un grand merci une nouvelle fois à la FPR, à son équipe de nous avoir donné la possibilité de dialoguer dans ce cadre. Merci à Lorena TV qui nous accueille magnifiquement. On a eu un peu chaud parce que les projos, tout ça, on est tous en lumière, alors on a bien chaud. Vous retrouverez cette émission en replay sur vos plateformes habituelles. Vous pourrez aussi approfondir évidemment le sujet et trouver toutes les informations utiles sur le site internet de l'AFPR, www.afprappli.com. C'est bien ça, Président? C'est tout à fait. Voilà, quant à moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour d'autres débats. Et d'ici là, on fait tous attention, on se protège, on protège les autres. Merci, à bientôt.